Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous retrouver où que vous soyez. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. En fin d'émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Laurent Mulens qui nous présentera son livre dit « C'est quoi l'homoparentalité ?» Avec le cercle des chroniqueurs, nous continuerons de célébrer l'anniversaire du mariage pour tous avec Nicolas Révidi dans le plus de l'actu. Bonsoir Nico. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeuristes. Eh bien oui, ce soir c'est la suivante et la dernière de cette histoire des 10 ans du mariage pour tous. Art pour Yael sera consacré à un livre plus une BD avec Annabelle Guiraud. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce lundi, c'est une chronique spéciale Art pour Yael autour de 2 livres aux antipodes générationnels et stylistiques, 2 pépites à découvrir ensemble dans ce nouvel épisode Homo Micro. Dans J'écris ton nom, Valérie Beau nous parlera d'une brillante comédienne qu'elle a découverte. Et oui, moi je vous invite à la rencontre de Delphine Seyrig, pour ceux qui la connaissent pas encore, et pour ceux qui la connaissent, eh bien d'aller découvrir des films au cinéma actuellement. Merci d'être là tous les 3 et face à nous, en régie, bien sûr, Nathan Hilero et aussi Anatole avec toi, donc un beau couple ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Anatole. Brahim. Ça fait plaisir Anatole de te revoir. Bonsoir Nathan. Comment ça va Brahim ? Ça va, merci. Déjà, ce que je voudrais déjà dire, c'est Anatole, bon retour parmi nous. Ouais. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra continuer l'aventure avec toi pendant beaucoup de temps, étant donné que je pense d'ailleurs que tu es bien parti aussi pour pouvoir... Poursuivre l'aventure à la rentrée, c'est ça ? C'est ce que je souhaite. Ouais. C'est ce que je souhaite. Il va être donc avec nous. Eh bien, tout simplement, on vous dit merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et pour démarrer, nous sommes en ligne avec Éric Garnier depuis Mayotte. On rêve d'aller à Mayotte. Pour ce faire, donc Éric Garnier nous fait la promotion d'un film diffusé par Optimal. Il s'agit de Sublime comme bien sûr l'est Éric. Bonsoir Éric Garnier, comment ça va ? D'accord, oui. Donc, alors Sublime, oui, il sort sur les grands écrans, là, mercredi. Alors, c'est un film argentin, qui est très récent. D'ailleurs, au passage, l'Argentine est, je crois, le pays du monde où les Argentins et l'Argentine consultent le plus de psy. C'est assez intéressant. Ah oui. Bon, alors, ce film, donc Sublime, enrichit la liste chaque année un peu plus fournie de films donc qui abordent les premiers émois sexuels, homosexuels ici, de jeunes ados. Et bon, donc ça devient un peu un classique et on ne s'en lasse pas. Donc 2 copains ici de lycée vivant non loin de la mer en Argentine. Ils se voient tous les jours, évidemment, le lycée et un groupe de rock. Il y a d'ailleurs de nombreux passages de répétitions et de concerts de rock un peu hard d'ailleurs, qui, joués par ces jeunes, illustrent d'une certaine façon la force des sentiments latents ou naissants qu'il faut quand même un peu cacher sous l'apparence concentrée de guitaristes de groupe qui ont l'air toujours imperturbables. Alors qu'en fait, ça bouillonne dans les cœurs et les têtes. L'un des jeunes découvre qu'il est attiré par son meilleur ami. L'autre n'en est apparemment pas à ce stade. Il y a de la tension, bien sûr, illustrée par ces riffs rythmés de guitare électrique, mais tension sans drame. Bon, on reconnaît toutes et tous les états d'âme et corporels
par lesquels nous sommes passés, ou certains d'entre nous qui sont très jeunes passent encore. Voilà, jeunes ados à la découverte de tout. Finalement, et c'est pas forcément une période extrêmement facile. Et le film, eh bien, en rend compte avec simplicité, authenticité et même, on peut le dire, fraîcheur. Donc, allez-y, allez voir Sublime, mercredi, dans les salles. Mercredi 17 mai, donc oui. Le jour de la journée contre l'homophobie. Homo Micro est un peu en avance. Ouais. Merci. Donc un film que tu as aimé, que tu as donc découvert. Oui, et... tout à fait, qui est, mérite vraiment le détour. Et on est toujours ému par ces jeunes hommes, parfois ce sont des jeunes filles, mais plus des jeunes hommes quand même, qui sont dans le grand flou, dans la grande interrogation, une forme de souffrance, d'espoir, de tous les états d'âme y passent. Et ça n'est pas dramatique du tout, c'est pas un psychodrame. Donc on sort de ce film, le cœur presque léger. Oui. Merci Eric pour cette intervention. Et effectivement, tu reviens aussi lundi prochain pour nous présenter un roman. Magnifique autour de la figure de Jean Genet. Très bien. Merci. Quel temps fait-il Bonne soirée les amis. Ouais, quel temps fait-il à Mayotte À Mayotte, il fait tout le temps 32 degrés. Ouais. 32 degrés. La mer est à 27, 28. C'est vraiment pas comme en France. En France, on peut passer de moins 5 dans l'année à 40. Ouais. Mayotte, c'est toujours entre 24 et 32. Très bien. Ça ne bouge pas. Eh bien, profite du beau temps, du soleil, de tout. On t'embrasse, prends soin de toi et merci. À très vite, Eric. Ciao, bonsoir. Ciao. Merci, au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on enchaîne avec Annabelle Guiraud, Art pour Riel. Pour ce 35e épisode Homo Micro de la saison, je vous ai préparé une chronique spéciale livre autour de 2 ouvrages singuliers, aux antipodes générationnels et stylistiques, une BD sur une romance entre lycéennes lesbiennes et un essai sur les seniors LGBTQI+. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'essai d'un illustre militant, Francis Carrier. Homme de conviction qui défend la cause des plus précaires et force vive pour améliorer le quotidien des seniors LGBT+, avec l'association Grey Pride, dont il est fondateur et président honoraire. Depuis quelque temps, cet homme de 69 ans veut encore aller plus loin sur le sujet de la vieillesse. Récemment, il a cofondé le CNAV, Centre national autoproclamé de la vieillesse, en écho à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et a aussi écrit un essai, Vieillir comme je suis, l'invisibilité des vieux LGBTQI+. Et c'est ça dont on va parler ce soir. Un livre sur les vieilles et vieux, les LGBT+, et non LGBT+. Un livre porteur d'un message universaliste. Dès les premières pages, on est happé par le style littéraire et la vie active et activiste de l'auteur. Il nous raconte ses valeurs familiales, sa vie de militant et humaniste, commencée très tôt en accompagnant sa mère au réveillon des petits vieux, entre guillemets, avec l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul et des petits frères des pauvres. Toute cette expérience lui a permis très tôt de développer de l'empathie, de la tendresse pour celles et ceux qu'il voyait comme des vieux. Pour Francis, c'est une nouvelle période de la vie où il faut réapprendre à vivre avec d'autres priorités. Hélas, la vieillesse est davantage considérée comme un état de santé ou une dépendance dans notre société contemporaine et occidentale. Aujourd'hui, on ne peut pas être vieille et vieux. On doit rester jeune. Aujourd'hui, quand on écrit vieille, vieux, ça choque. Cela a une connotation négative. La majorité va penser à laideur, lenteur, inadaptation, maladie, perte d'autonomie. Ça fait peur. On invisibilise alors les vieux. Quant aux vieux, ils font un déni de leur propre vieillesse. Être vieille, vieux, cela renvoie à une image dégradée de soi. Alors on préfère se cacher, s'auto-invisibiliser, s'isoler. En France, 3 millions de vieux souffrent d'isolement. 500 000 sont en situation de mort sociale. Et les discriminations liées à la précarité et ou LGBT-phobie et ou aux maladies n'arrangent rien. Dans cette première partie du livre, Francis Carrier livre un véritable plaidoyer sur l'importance et l'urgence à agir, à savoir redonner du pouvoir aux vieux sur leur destin, leur propre destin. Inspiré de son passé de militant, Francis le sait trop bien. Seuls les concernés peuvent lutter pour l'accès à leurs droits.
donner la parole aux vieilles et vieux de ce pays pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre vieillesse. Dans la seconde moitié de l'ouvrage, Francis nous offre 18 chroniques illustrées d'une vieillesse insoumise, mélange de souvenirs, rencontres et récits qu'on lui a rapportés. Des histoires poignantes, touchantes de vieilles et vieux, comme celle de Sandra, Yolande, Charles, Marcel et bien d'autres. Vous savez, ce genre d'histoire qui remet le vieux clocher au centre du village. Vieillir comme je suis, l'invisibilité des vieux LGBTQI+, de Francis Carrier, aux éditions Rue de Seine, un livre d'utilité publique qui nous concerne toutes et tous. Allez, c'est parti pour le deuxième livre, ma deuxième pépite, une BD pour ados, La fille de ses rêves, à paraître aux éditions Jungle le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. À l'instar de la série Netflix Earthstopper, une romance gay entre deux ados, la BD La fille de ses rêves traite de l'amour saphique au lycée, avec des codes identifiables et des illustrations exclusivement aux couleurs du drapeau lesbien. L'histoire se passe aux États-Unis autour de 3 personnages clés. 3 lycéennes lesbiennes. Hawkins, androgyne, une bonne élève, timide, et très attirée par Gina, fille très féminine et égocentrée, chef des Pom-Pom Girls, en couple avec Chloé, Butch, et star de l'équipe féminine de football. Quand Hawkins s'approche de Gina pour mieux la séduire en lui proposant de devenir mascotte des Pom-Pom Girls, arrive alors Chloé, l'armoire à glace. Ni une ni deux, action-impulsion, la footballeuse lui fait comprendre qu'il est interdit de tourner autour de sa princesse. C'est chasse gardée. Histoire d'amour possessive et exclusive, comme souvent entre filles. Le décor est posé, les personnages sont identifiés, place à l'intrigue et au développement d'une romance inattendue. Chloé, la footballeuse, connaît des difficultés scolaires. Gina, qui aime jouer avec le feu, qui adore se faire courtiser, propose à Hawkins de donner des cours à Chloé. Et là, retournement de situation. Les années passent, le physique change, mais les sentiments restent et sont prêts à repartir là où ils s'étaient arrêtés. Hawkins, la timorée, et Chloé, garçon manqué, se reconnaissent. Se connaissent en fait depuis longtemps. Elles jouaient autrefois au prince et à la princesse. Voilà une amourette du passé qui va doucement renaître de ses cendres pour devenir amour qui demandait qu'à exister. La fille de ses rêves, une BD fraîche et délicate de 344 pages, où on suit les peurs, les doutes, les réussites des protagonistes. Une BD délicate et subtile pour des ados qui se questionnent et des ados qui s'identifient en tant que lesbiennes. Une BD subtile aussi, porteuse de messages quand un parent tombe sur la fille de ses rêves, laissée nonchalamment sur la table basse du salon. La fille de ses rêves, une BD jeunesse de Marie Costa et traduite par Mathilde Tamaé-Bouhon, qui paraîtra aux éditions Jungle dès le 17 mai. Bonne lecture à toutes et tous. Merci Annabelle. Alors Valérie et Nicolas, vous optez pour le livre ou la BD ? Bien, déjà, je dis vive le 17 mai. Oui. Enfin, on préférait que ça n'existe pas, mais bon, c'est des belles sorties. Ah, c'est dur comme choix parce que une belle histoire d'amour, des femmes, je suis très tentée. J'ai devant moi le livre Vieillir comme je suis et vraiment, il a l'air extraordinaire et j'ai envie de me jeter dessus et de le lire parce qu'il a l'air très puissant et cette invisibilité de la vieillesse, comme on ne veut pas la voir. Et c'est très courageux et très optimiste. Je sens beaucoup d'énergie dans le livre de Francis Carrier, de ce que j'en ai feuilleté. Nicolas ? Eh bien, parce que moi aussi, je sens l'approche de la retraite. Sauf s'il y a de nouvelles réformes entre-temps, ce qui ne manquera pas d'arriver. Non, mais je saurais pas choisir. En fait, les deux sujets ont l'air très, très intéressants. Et effectivement, les deux se préoccupent de personnes invisibles, en fait, parce que la réalité, c'est que l'invisibilité lesbienne existe aussi. Et que si beaucoup a été fait, il y a encore... énormément de mal avec les représentations lesbiennes dans la fiction, à la télé, dans les séries, au cinéma, etc. Et donc, voilà, alors je sais pas, peut-être... j'aurais du mal à choisir, peut-être plutôt l'album qu'a présenté... et dont je trouve le nombre de pages assez vertigineux, en fait, parce que 340 pages pour une BD, en fait, c'est ça, 340. Oui, 340. C'est colossal, en fait, donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à raconter, j'imagine. Oui. Merci en tout cas pour ces deux découvertes et vraiment je vous conseille. C'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé que Éric Garnier soit avec nous ce soir. Brahim, peut-être que tu peux dire qu'il y a un témoignage anonyme de toi dedans ? Oui, certainement. Dans Vieillir comme je suis. Effectivement. Elle va me prêter le livre d'ailleurs, Annabelle, et je le lirai dans quelques jours et je vais certainement me retrouver bien sûr. Mais comme
ton introduction et tout ce que tu as développé. Déjà, c'est très humain. C'est Ah oui, ça va te parler. Carrier, c'est Très vraiment humaniste. quelqu'un qui bosse. Ouais. Merci, Annabelle. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous enchaînons avec Valérie Beau. J'écris ton nom et le nom de... Voilà, Delphine Seyrig. Alors, pour parler de Delphine Seyrig, il faut commencer par faire silence et l'écouter. Je vais vous proposer 2 extraits. Ils vont s'enchaîner. Il va y avoir un extrait, vous reconnaîtrez dans un film où voilà, elle a une tirade absolument mémorable, historique. C'est un film où elle joue une femme lesbienne vampire. Le film, c'est Les Lèvres Rouges, sorti en 1971. Et une autre facette de Delphine Seyrig, c'est la femme féministe. Écoutons-la. Qui pensez-vous donc que je sois? Parce qu'il se trouve que je m'appelle Bathory. Une goule, un vampire. Ah non, mon cher. Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez, la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre, il y a 15 jours à Nice, Monte-Carlo, avant-hier. Je suis le type de l'esclave. Je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. En fait, la beauté est d'abord une chose qui passe, est une chose sur laquelle on nous apprend beaucoup à compter et sur laquelle on ne nous apprend pas. On nous apprend aussi qu'on la jette à un certain moment donné, la beauté, parce qu'elle passe, parce qu'elle est plus égale à elle-même. Ma célébrité, elle est due au plus grand des hasards et à l'appui certainement des hommes. Il me semble que les femmes en général, dès leur naissance, sont conditionnées à considérer comme la partie la plus importante de leur existence, les rapports interpersonnels qu'elles ont avec les autres, et en particulier avec les hommes, mais aussi entre femmes. Les hommes sont immédiatement, eux, conditionnés à s'appuyer sur autre chose que leur rapport interpersonnel, sur une œuvre, sur un travail, sur le fait de gagner leur vie, etc. Alors que les femmes savent très bien qu'elles sont acceptées dans la société et elles réussissent si elles réussissent dans leur rapport interpersonnel, c'est-à-dire avec d'autres êtres humains, entre autres, et plus particulièrement des hommes. On ne sait pas ce que c'est que l'identité d'une femme, on n'a jamais vu, on ne sait pas ce que serait une femme si elle n'était pas dans le conditionnement, dans son environnement, dans tout ce qu'on lui a appris à être dès l'âge l'âge verbal. Il y a une culture féminine et une culture masculine. Il est évident, par exemple, on se posait la question, pourquoi est-ce que les femmes ne sont jamais de grands artistes? Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange, de tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes. Alors les femmes peuvent et pensent qu'elles sont moins douées, moins intelligentes, que le génie est une chose qui ne leur appartient pas. On peut décider que les femmes sont inférieures. C'est une décision qu'on peut prendre, c'est une décision raciste. La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes. Elles veulent Il n'y a pas un peu de racisme là-dedans? Où est le racisme ? Où est le racisme? Qui a ségrégué les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit? Pourquoi est-ce que les hommes peuvent flâner à toutes les heures de la nuit? Qui commet les viols? Est-ce que c'est les femmes qui violent les hommes? Qui fait la ségrégation? Qui tient tous les journaux politiques? Je ne parle pas des journaux féminins qui vous apprennent la mode et la couture, mais je parle des journaux politiques qui sont entre les mains de qui, d'une façon générale? Des hommes. Si une femme n'est pas mariée, elle est fichue puisqu'elle ne gagne pas d'argent, ou pratiquement pas. Elle n'a pas d'avenir. Il n'y a aucun poste, il n'y a aucun avenir pour elle. Elle est forcément dépendante du mariage. Le mariage est une forme disons, pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail, et que son mari a un travail aussi, et que les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison? C'est la femme. Parce que
finalement sa contribution financière au ménage est accessoire. C'est quand même l'homme qui, lui, continue à travailler. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Elles sont conditionnées à être toujours au service de l'extérieur, quitte à se maquiller d'ailleurs et à tout faire pour les autres, pas pour elles-mêmes, mais pour être acceptées par les autres. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise. Parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je crois que c'est très important à dire parce que je le ressens moi-même là en ce moment et que je trouve que, étant une femme, je voudrais qu'on sache que j'en suis consciente et que je sais que beaucoup de femmes partagent ça avec moi. De là vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes et qui n'est pas sympathique. Et ça vient peut-être de là. Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. Merci Delphine. Et heureusement, la société a évolué, mais a-t-elle-si évolué ? Non seulement elle est intelligente, elle a un charme fou dans sa voix, et la voix, oui, mais alors, lorsque vous la verrez, vous la redécouvrez sur l'écran, on ne peut être que sous le charme. C'est la plus irrésistible comédienne à la voix de velours. C'est elle, dès que j'entends son nom, depuis que j'ai découvert son existence il y a quelques années, en découvrant le film Les Lèvres Rouges, un festival LGBT à Nice. Et pour Michael Lonsdale, un de ses partenaires de film, pour lui, elle avait une voix de violoncelle. Dans une tirade dans le film Baiser volé de François Truffaut, Jean-Pierre Léaud lui dit, mais c'est une tirade du film, ce n'est pas une femme, c'est une apparition. C'est exactement ça. Pour Jean-Marc Lalanne, qui vient de publier un ouvrage sur la comédienne, il la nomme icône queer. Delphine Seyrig est décédée à l'âge de 58 ans en 1990. Il faudra attendre quelques années pour une nouvelle mise en lumière. Cette femme est non seulement une immense comédienne, c'est aussi une femme engagée, vous l'avez découvert, féministe, et qui sait prendre la caméra. C'est une réalisatrice et nous avons la chance actuellement de découvrir son film sur les écrans, Sois belle et tais-toi. Dans ce film restauré, Delphine Seyrig s'entretient avec 24 actrices femmes françaises ou américaines sur leur expérience professionnelle en tant que femmes, leur rôle, leur rapport avec les metteurs en scène, les réalisateurs et les équipes techniques. Bilan lucide collectif lucide, sans filtre en 1976 sur une profession qui ne permet aux femmes que des rôles stéréotypés et aliénants. Il en est d'autant plus criant et le voir vraiment nous ouvre les yeux. Et ce n'est pas fini pour l'actualité sur les écrans. 48 ans après sa sortie, le film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1880 Bruxelles, est ressorti lui aussi en version restaurée. Il a été nommé par le Scene and Sound et le British Film Institute comme le plus grand film de tous les temps. Pour Chantal Akerman, la réalisatrice, le film raconte l'histoire d'une femme qui vit seule avec son fils et qui a continué à vivre exactement de la même manière depuis la mort de son mari. Le synopsis, lui, indique une jeune veuve qui vit avec son fils se prostitue pour vivre. Ce film éminemment politique est pionnier en matière de représentation des femmes au cinéma. Chantal Akerman, donc la réalisatrice, déclare « Le cinéma vous vole 1h30 de votre temps, il vous les prend. Jeanne Dielman vous en prend 3h30. » Et elle ajoute « Le cinéma n'a pas le droit de vous enlever 1h30 avec un film sans intérêt. Vous devez, à l'issue de ces 3h20 de Jeanne Dielman, être différent, avoir fait une expérience, avoir changé. Cette expérience doit impliquer une part d'ennui. Il n'y a pas d'expérience formatrice et de sensation de l'existence sans ennui, parce que l'ennui lié à l'angoisse est une manifestation de la liberté. Alors j'ai vu ce film, c'est donc 3h30 presque en tête-à-tête avec Delphine Seyrig. C'est un film puissant et une expérience dont on ne ressort pas indemne. Et à chaque vue, à chaque dialogue, l'écouter, la voir, c'est sublime. Nous sommes sous le charme de Delphine Seyrig ici. Merci pour cette découverte. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Nicolas et aussi Annabelle. Je connaissais. Oui, hein. Oui.
Et j'apprécie beaucoup, cette artiste. Si elle existait aujourd'hui, ça serait extraordinaire. Parce que ce qu'elle dénonce, c'était incroyable de le dire à son époque. Nous, ça fait peut-être 5 ans qu'on parle de tout cela, de l'invisibilité des femmes dans le monde artistique, dans tous les secteurs, de toute manière. Et l'histoire androcentrée. Ça, c'est depuis la nuit des temps, comme elle dit, l'histoire androcentrée. Nicolas ? Oui, moi j'ai été extrêmement sensible à la phrase qu'elle dit, où elle dit finalement on ne sait pas ce qu'est une femme. On n'a jamais, probablement qu'on ne saura jamais malheureusement ce qu'est une femme libérée, complètement extraite du carcan de domination masculin. Je trouve que c'est un niveau d'abstraction incroyable et une pensée qui est, c'est fulgurant. On l'a dit comme ça, effectivement, c'est. Non, j'adore les gens brillants, brillantes aussi, et là, je trouve ça assez phénoménal en fait. Elle ferait des ravages si elle était encore vivante aujourd'hui. Ah oui, je pense, tout à fait. Et puis de toute façon, ses partenaires au cinéma étaient sous le charme. Et que ce soit des films documentaires, on va dire, comme Sois belle et tais-toi, des films exigeants au niveau révolutionnaire même de Chantal Akerman. Et puis Les Lèvres rouges, alors là, vraiment une vampire lesbienne. Le film est absolument extraordinaire. Alors sur grand écran, c'est une joie totale, mais on peut le retrouver en VOD et vraiment absolument faut d'ailleurs, jeter dessus. c'est dingue la différence de voix entre ce qu'elle joue dans Les Lèvres rouges et ce ton beaucoup plus ferme, affirmatif, etc. en interview. En fait, alors c'est une actrice évidemment, donc elle joue son rôle, mais ça montre bien aussi l'image qu'on veut lui donner et ce qu'elle est elle. Et donc l'image qu'on veut lui donner, c'est malgré tout ce qu'il y a dans les films, quoi. Parce que les films sont écrits pour aussi véhiculer une certaine image de la femme. Et je trouvais très intéressant aussi quand elle critiquait en filigrane la presse féminine. Elle dit, parce qu'il y a une mythologie de Roland Barthes que j'aime beaucoup, où justement il critique la presse féminine et il explique comment en fait cette presse féminine est en fait le lieu d'asservissement principal des femmes. C'est-à-dire que c'est là qu'on leur apprend à être les femmes qu'on attend et pas des femmes émancipées, contrairement à ce que la presse féminine veut faire croire. Et je trouve que à bien des égards, la presse gay tombe aussi dans cet écueil avec ses pages de maillots de bain à 180 boules pour être beau l'été. Effectivement. Et 58 ans, c'est jeune Oui, c'est très jeune. Et on peut retrouver sur Internet il n'y a pas énormément, mais il y a quand même de belles interviews. On peut passer quelques tête-à-tête avec elle et l'écouter, notamment une émission Un grand échiquier qui dure 1 heure. Avec et puis des archives filmiques dont j'ai extrait parce je ne pouvais pas parler d'elle sans qu'on l'écoute. Merci. En tout cas, pour moi, c'était une découverte. Pour Annabelle, elle connaissait. Nicolas, tu connais aussi. Découverte aussi, non. Pourtant, j'ai passé un certain nombre d'heures devant Arte et des films en noir et blanc, mais ça a échappé à mon scope. Et là, c'est vraiment un super son que nous a passé tout à l'heure Nathan, et que tu as décidé de vous proposer. Oui, et c'est des extraits que l'on trouve sur YouTube. Donc, Sois belle et tais-toi, on le trouve encore sur les écrans. Donc, elle est réalisatrice. Vraiment, pourtant, j'ai l'impression d'être féministe, mais ça m'a encore défiltré, ouvert les yeux, et on voit plus le cinéma et le rôle de femme de la même façon. Elle interviewe notamment Jane Fonda, etc. Et les femmes entre femmes, parce qu'elle explique, aux États-Unis, en fait, on la connaissait pas. Et elle parlait très bien anglais couramment. Et donc, les femmes se sont livrées totalement sans avoir peur d'une féministe qui risquait de dire trop de choses. Et donc Jeanne Diman, 23 rue du Commerce, 1080 Bruxelles, c'est des plans caméra fixe. Et c'est absolument étourdissant et on vit un quotidien en tête-à-tête avec elle et c'est fascinant. Merci pour cette découverte, Valérie. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et c'est le moment de passer à la musique, Nathan. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, il y a quand même un point commun entre Dan Finzerrig et le chanteur dont je vais vous parler. Ils sont tous les deux morts au même âge. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que ce chanteur que je vais vous présenter, il est quand même extrêmement connu et je l'ai redécouvert en regardant un documentaire très récemment sur YouTube, bien sûr aussi.
parce que j'avais complètement oublié l'existence de sa voix et à quel point il avait une voix magnifique. Barrence Eugene Carter. Je pense que ce nom ne vous dit rien. Par contre, Barry White, là, ça vous parle beaucoup plus. Alors du coup, pour Barry White, il faut savoir que du coup, il est né en 1944 et forcément, il a eu une carrière, en tout cas, il a connu la gloire et une carrière musicale très tardivement puisqu'il a commencé la sienne à 30 ans. Ce qui est, on va dire, quand même assez tard pour la musique à l'époque. On a des carrières qui commencent forcément déjà à 18, à 16, 18 ans, et lui, il commence sa carrière musicale à 30 ans, mais étant donné qu'il est un très, très, très grand auteur et très, très grand chanteur de rhythm and blues et aussi de la soul, c'est juste incroyable. Donc du coup, forcément, il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans sa vie. Il y a eu une très grosse carrière parce qu'il a fait une reprise notamment de Elvis Presley qui s'appelle, qui est justement, qui était In the Ghetto, qui est très bien marché. Et il a ensuite enregistré son premier titre, ou en tout cas le titre qu'il a enfin propulsé sur le devant de la scène. On va forcément écouter ça tout de suite. Il s'agit de You Are the First, the Last, My Everything. On écoute ça tout de suite. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you, I found so many things. A love so new, only you could bring. Can't you see it, you? You make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything.
Mon Micro, le cercle des chroniqueurs. Et c'est le moment, ouvrez grand vos oreilles, le moment de retrouver notre ami Nicolas Rividi qui revient sur l'anniversaire des 10 ans de mariage pour tous. Et oui, Brahim, on va essayer de pas se foirer pour la dernière, d'autant plus que j'ai pris une bière avec les collègues avant Oui. de venir, donc j'espère que tout va être à peu près, en ordre. Alors jusqu'à présent, dans cette petite et brève histoire du mariage pour tous et de ce combat qui nous a occupé, nous militantes et militants, pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, eh bien je vous ai parlé de beaucoup d'aspects, notamment d'aspects de manifestation, d'aspects de mobilisation, de comment tout ça s'était construit, aussi évidemment ce qui se passait chez les anti-mariages, parce que malheureusement ils étaient présentes et présents en nombre, et donc comment est-ce qu'on avait justement travaillé aussi pour lutter contre ça. Puis il y a quelque chose quand même dont j'ai pas parlé et qui est sans doute un des éléments les plus importants dans la période, c'est le combat parlementaire, évidemment, qui a suivi en fait ces phases de manifestation, qui a accompagné ces phases de manifestation, et qui était du coup le vrai moment où la vie du texte allait se jouer, et c'était le moment où on saurait ou non si ce texte, et dans quel état surtout, se retrouverait dans notre droit. Alors, le débat parlementaire à proprement parler démarre en réalité autour du mois de novembre, avec un certain nombre d'auditions à l'Assemblée nationale. Donc ça fait partie de toutes les tergiversations du gouvernement Hollande pour faire traîner la chose et surtout pas dire que le chômage continuait à augmenter en France. Et donc pendant ces auditions parlementaires, on invite tout un tas de gens, alors des pour évidemment et puis des contre, parce que tu comprends, c'est évidemment un débat qui doit être équitable, donc il faut donner la parole aux contre. Et bon, pendant tout ce temps-là, en fait, ça piétine beaucoup, et surtout, ça contribue aussi à faire monter la sauce, à faire monter la haine anti-LGBTQI dans le pays. Et d'ailleurs, un truc très intéressant, c'est qu'au début du débat mariage pour tous, on va dire en septembre 2012, eh bien, on a des sondages qui offrent une écrasante majorité aussi bien au mariage qu'à l'adoption. Et quand on arrive à la fin du mois de janvier, on a des sondages qui se sont étiolés un peu. Alors, pas trop sur le mariage, encore que, mais clairement sur la parentalité, sur la question de la parentalité. En fait, les pour sont minoritaires, de quelques points, parce qu'on est à autour de 48-49%. Mais quand même, les pour sont minoritaires. Donc, ça montre que les mobilisations qu'il y a eu en face ont porté leurs fruits. Et je le dis aujourd'hui, ma conviction profonde, c'est que ces mobilisations sont aussi la responsabilité du gouvernement qui a voulu faire traîner. Toujours est-il que à la fin du mois de janvier 2013, a lieu la discussion générale du texte mariage pour tous à l'Assemblée. C'est un débat qui est prévu pour durer 2 semaines, donc uniquement ce sujet-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres textes de loi qui sont ni discutés ni travaillés à ce moment-là au Parlement. Et donc pendant 2 semaines, on va avoir ce débat parlementaire. Alors, il n'y a pas de secret, la droite et l'extrême droite sont farouchement opposés au texte. La gauche et l'extrême gauche ou la gauche radicale sont évidemment favorables à ce texte-là. À droite, il y a un député, Franck Riester, qui annonce d'ores et déjà qu'il votera le texte, et c'est assez courageux de sa part, mais faut pas se leurrer non plus, c'est un peu la Roselyne Bachelot du débat mariage pour tous, c'est-à-dire que c'est ces personnalités que la droite va mettre en avant pour dire regardez, quand même il y a du débat chez nous, et puis on est très ouvert et tout, alors qu'en réalité pas du tout. À droite, le débat il est trusté par des personnes comme Henri Guénaud, comme Marc Le Fur, et quelques autres qui sont extrêmement véhéments, qui vont tenir des propos absolument abominables, des comparatifs avec les animaux, la polygamie, la pédophilie, enfin bon bref, tout le cortège de fantasmes qui sont habituellement attribués à l'homosexualité, essentiellement masculine d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. Alors elles en ont peut-être bénéficié, mais les lesbiennes sont complètement absentes, entre guillemets, de ce débat-là. On a l'impression que c'est un truc de mecs, entre mecs, etc., et que ça se déroule comme ça. Alors, l'issue, il faut voir quand même que dans le pays, à ce moment-là, il y a une écrasante majorité pour le Parti socialiste et les forces de gauche au Parlement. Donc, en fait, l'issue du débat ne fait pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de surprises. En revanche, il y a une surprise sur ce que va contenir le texte, ce que va comprendre ce texte. Puisque, initialement, c'est un texte sur le mariage et l'adoption.
par voie de conséquence, si on ouvre le mariage, on ouvre l'adoption. Mais la mobilisation en face laisse penser que potentiellement, un des cadeaux que pourrait négocier la majorité pour essayer de réunir encore plus largement, ça pourrait être effectivement la question de la parentalité. Donc là, il y a un peu d'inquiétude. Alors, heureusement, l'issue du débat le texte en première lecture à l'Assemblée nationale est assez clair sur ce point. Donc on est sur un texte qui ressemble beaucoup au texte qui a été présenté par le gouvernement. Et donc, le texte poursuit sa vie en se rendant au Sénat cette fois-ci. Et donc, au Sénat, là encore, majorité de gauche. Alors, c'est suffisamment exceptionnel sous la Ve République d'avoir une majorité de gauche au Sénat pour être relevé. Et au Sénat, le texte est voté, alors pas à l'identique, mais à peu près dans les mêmes termes. Et donc, retour à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors il faut voir que le texte retourne à l'Assemblée nationale de façon un peu précipitée parce que c'est le calendrier initial prévoyait encore un délai de 1 mois ou 1 mois et demi. Et alors sans doute voyant que la mayonnaise commençait à trop monter du côté des Antilles, le gouvernement décide de précipiter les choses et donc il y a qu'une semaine qui s'écoule entre la sortie du texte Sénat, son retour à l'Assemblée nationale et donc deuxième lecture à l'Assemblée nationale, rebelote les mêmes excès, les mêmes paroles complètement déplacées de nombreux députés de droite. J'ai oublié de citer Hervé Mariton tout à l'heure. Alors c'était pas le pire dans le cortège, mais enfin bon, il a aussi contribué à pourrir un peu ce débat-là. Et donc, à la fin du mois d'avril, cette fois-ci, vote de l'ensemble des articles du texte ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe à l'époque, mais je dirais de même genre aujourd'hui, puisque ça recouvre plus. Et vote solennel, j'avais la chance, avec quelques autres, d'y être présent. Et donc, il faut savoir que jusqu'au bout, les anti-mariages ont joué leur rôle de salopards puisqu'ils ont déroulé une banderole dans le public de l'hémicycle en fait. L'hémicycle, carrément. Voilà, ce qui est évidemment proscrit et interdit, donc ils se sont fait virer manu militari, mais quand même, ils sont rentrés avec une banderole. Il y a eu cette démarche-là jusqu'au Parlement. Eux qui nous disent aujourd'hui que le Parlement est sacro-saint, etc. Jusque dans le Parlement de venir pourrir l'instant et donc voilà, c'est-à-dire que jusqu'au bout ça a été un combat de tous les instants. Alors quelques jours plus tard, le 17 mai 2013, François Hollande proclamait promulguer la loi ouvrant le mariage et l'adoption. Et donc, s'en est suivi un concert sur la place de la République où nous étions réunis avec les militants, les forces politiques, syndicales qui nous ont accompagnés durant toute cette période. Et donc, ça a clos un moment dont on gardera toutes et tous, je crois, de très bons souvenirs, mais qui a été un moment de combat. Alors, il ne faut pas fuir le combat, c'est important le combat aussi, mais c'est aussi demandant pour les personnes qui le mènent. Et donc pour ça, je voudrais aussi dédier ces petites chroniques, ces petits instants à toutes mes camarades et tous mes camarades avec qui nous avons lutté. Alors il y a des Nicolas, il y en a plusieurs, ils se reconnaîtront. Lorraine, Axel, Mathilde, Élodie, Yann, Jean-Christophe, Daniel, beaucoup d'autres, Gilles, Denis, bref. Tout un tas de gens qui n'ont pas ménagé leur temps, leur disponibilité, leur volonté pour porter ce combat de façon bénévole, évidemment. Et donc, c'était aussi une façon de rendre hommage à tous ces gens dont l'histoire ne retiendra pas forcément le nom, mais qui on a tous eu, à notre petite échelle, un rôle important dans cette histoire-là, donc c'était bien de le rappeler. Et donc je finirai par un petit peu d'autopromo, puisque je suis actuellement en train de mettre la touche finale à un livre qui vous racontera tout ça. Si, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Enfin, après de multiples menaces de ta part, Brahim, je me suis lancé. Quelle surprise! Je me suis lancé et donc voilà. Donc j'y travaille. Alors voyant l'engouement qu'a suscité les 10 ans du mariage pour tous, je me dis que le livre peut bien sortir pour les 11 ans. Ça posera pas trop de problèmes.
problème. Voilà, mais bon, donc du coup, ce sera aussi une occasion de mettre en lumière toutes ces militantes et tous ces militants qui font aujourd'hui, je crois, qu'on peut tous et toutes vivre un peu mieux qu'avant. Et j'espère que tu accepteras l'invitation pour que tu viennes présenter ce livre. Oui, mais je le présenterai dans une de mes chroniques pour être sûr de ne pas avoir... Ouais. Merci pour ce retour, vraiment c'est fabuleux. Donc finalement, c'est bien de revenir en arrière un peu et d'expliquer tout ça, Valérie. Oui, justement, j'allais te dire, ce serait bien d'écrire un livre, donc je suis heureuse que tu en écrives un. Bien. Oui, et moi j'en garde des souvenirs à la fois. J'avais écho, parce que j'étais aussi dans le mouvement militant, j'étais en province, mais j'ai des moments un peu où j'écoutais la radio, parce que j'étais souvent en voiture, et assez terrifiée, effrayée de ces discours homophobes et de ce que ça faisait remonter. C'était très violent. Nicolas. Ouais, juste pour rajouter un truc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important à savoir, personne ne peut être condamné pour les propos tenus dans l'hémicycle. Il n'y a pas de... En fait, l'hémicycle est une zone de liberté de parole totale et absolue. Donc, si quelqu'un... Éventuellement, il peut y avoir des sanctions qui sont prises par la présidence ou par les groupes parlementaires, mais il ne peut pas y avoir de sanctions pénales. Donc, quelqu'un qui dit dans l'hémicycle se marier entre hommes, pourquoi pas avec des animaux, en fait, ça passe crème. Ce qui explique aussi la non-pression, entre guillemets, des gens, des personnes qui ont pu tenir ce genre de propos dans l'hémicycle. Si vous voulez parler, passer des messages, n'hésitez pas, allez à l'Assemblée nationale. Faites-vous élire député. Visiblement, c'est facile, il y en a plein, là. Effectivement. Merci Nicolas, et vivement ton livre. Écoute, j'espère. Merci à toi. Homo Micro, l'invité du jour. Et l'invité du jour, il a aussi écrit un livre, il s'appelle Laurent Mullens, dit « C'est quoi l'homoparentalité ?» Bonsoir Laurent. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Alors Laurent, tu appelles depuis Liège ? Tout à fait, en Belgique. En Belgique. Alors, on a parlé un peu de mariage pour tous en France. En 2 mots, oui. C'était quoi le mariage pour tous en Belgique moins difficile que chez nous pour passer la loi ? Ah oui, alors je viens de réécouter la chronique, effectivement. En Belgique, c'était donc il y a 20 ans maintenant. Ouais. Et c'est passé comme une lettre à la poste, je dirais. Comme une lettre à la poste en Belgique, ouais. Oui, il n'y a pas eu de débat houleux. En fait, c'est assez simple. D'ailleurs, il y avait une image assez amusante quand il y a eu le mariage pour tous en France, où on voyait un caricaturiste qui avait indiqué « Les Belges expliquent le mariage pour tous aux Français ». Il explique le mariage, c'est un homme avec un homme ou une femme avec une femme. Voilà, c'est tout. Alors, tu as écrit donc un livre dit « C'est quoi l'homoparentalité ?» La préface, elle est de Martine Gross. C'est une Française d'ailleurs, qui est une sommité dans le domaine. C'est une sociologue qui a accepté, et je la remercie encore, d'avoir postfacé le livre, parce qu'elle a fait toute sa carrière de sociologue sur l'homoparentalité. Et c'est une des pionnières. C'est d'ailleurs elle, une de mes grandes sources d'inspiration pour le livre, mais aussi pour avoir réussi à avoir un enfant, tout simplement. Effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement le concept d'homoparentalité tel qu'il est présenté dans ton ouvrage, Laurent ? Voilà, brièvement, sans faire très, très compliqué, c'est toute situation familiale dans laquelle au moins un des partenaires, un des parents, se reconnaît comme homosexuel ou bisexuel. Ouais. Voilà, donc ça englobe les situations de PMA, de GPA, mais aussi les situations de parents hétéros dont l'un des deux se découvre homo ou bi sur le tard ou bien l'a caché. Voilà, ça englobe vraiment toute situation où l'enfant grandit avec un parent qui s'identifie selon cette orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité. Et alors, quelle a été ta principale source d'inspiration pour aborder le sujet de l'homoparentalité dans ce livre ? Alors la principale source d'inspiration, c'est en fait toutes mes animations avec ce qui s'appelle le GRI Wallonie-Bruxelles, qui est en fait une émanation du GRI Montréal, donc le GRI du Canada. C'est des interventions scolaires dans les lycées, les collèges, donc les écoles secondaires, où on aborde toutes les thématiques liées à l'homosexualité, la transidentité, l'homophobie, etc., et notamment l'homoparentalité. Et donc j'ai rassemblé toutes les questions d'adolescents, puisque la collection dit c'est quoi, c'est une collection qui se veut justement démystifier ou
simplifier ou donner accès à tout public une thématique. Et donc moi, c'était l'homoparentalité sous forme de questions-réponses. Il y en a une 70 dans le livre. Et donc ça, c'est la principale source d'inspiration. Et puis évidemment, toutes mes lectures, mon vécu aussi, parce qu'il y a une partie de témoignage aussi dans le livre. Et j'essaie de condenser tout ça dans un langage simple et accessible, je pense, à tous et à toutes. Ouais. Laurent, on peut demander ton âge ? Je pense que oui, tu es plus jeune que moi, donc tu peux le dire. C'est pas un mystère, j'ai 44 ans. 44 ans. Alors, comment ton livre traite-t-il des défis spécifiques auxquels font face les familles homoparentales en matière d'éducation, de société et de législation ? Oui, il essaye de faire le point un peu de façon très résumée, donc sur tous les défis. Alors, il y en a. C'est un livre qui s'adresse à toutes les familles homoparentales, quel que soit le pays dans lequel elles vivent. Évidemment, le point de vue législatif est plus précisément axé sur la Belgique, mais je touche quand même un mot, justement, on parlait du mariage pour tous tout à l'heure, je parlais évidemment de l'accès à l'adoption en France, et plus récemment à la PMA aussi, pour les lesbiennes en France également. Donc j'essaye d'aborder sa question dans le monde francophone de manière générale, et puis toutes les problématiques liées, notamment quand on inscrit notre enfant à l'école, on doit confronter à une fiche nom du papa, nom de la maman. Bon, ça change chez nous un peu, je sais pas si chez vous, il y a de plus en plus parents, parents deux. Oui. Et donc tous ces défis du quotidien qui parleront à, je pense, n'importe quel parent homo ou bi. Ton fils a quel âge aujourd'hui ? Il vient de fêter ses 10 ans, là. Il vient de fêter ses 10 ans, oui, c'était l'anniversaire il y a quelques jours, effectivement. En fait, le vote sur la loi, j'étais aux États-Unis, j'attendais sa naissance. Quand le vote a été en France, je l'ai suivi par Internet. Oui. Ah oui, bravo. Donc, souvenir. C'est beau ça. Alors, tu peux nous dire un peu quels conseils tu pourrais donner donc, aux familles homoparentales et à celles qui envisagent de le devenir ? Alors, le grand conseil que je donnerais, c'est que c'est possible. C'est possible et de plus en plus, on voit que les démarches sont facilitées. Alors, je parlais brièvement de nos amies lesbiennes, là où en France, en Belgique, c'est balisé. Maintenant, c'est légal. Je dis pas que c'est simple, mais en tous les cas, au moins, le chemin est légalement organisé. Pour les gays, il reste l'adoption, mais on sait qu'en France comme en Belgique, ça va être compliqué, aussi bien à l'étranger que dans le pays même. Et donc, il y a la principale voie maintenant des gays, c'est la GPA, la gestation pour autrui, où on sait qu'en France, malheureusement, c'est toujours interdit par la loi. Ouais. En Belgique, on n'a pas de loi, donc c'est ni autorisé ni interdit, ce qui fait que les hôpitaux l'organisent depuis 20 ans. Ça reste compliqué. Ouais. Sinon, évidemment, il y a la voie internationale vers des pays comme les États-Unis, le Canada ou le Mexique. Et comment ton livre aborde-t-il les questions liées à la diversité culturelle et aux perceptions variées de l'homoparentalité à travers le monde À travers le monde, oui, c'est la situation. Évidemment, on est privilégié quand même malgré tout ici. On a accès à pas mal de facilités, de lois qui nous aident et qui nous soutiennent. Mais si on va pas très loin en Europe, il y a des pays comme la Hongrie récemment a voté une loi unique qui dit que tout Hongrois et Hongroise peut dénoncer anonymement les couples homo qui adopteraient un enfant. Vous imaginez où on est, c'est à quelques kilomètres de chez nous, et il y a ça. Donc il y a quand même malgré tout en Europe 15 pays qui autorisent l'adoption, donc qui reconnaissent de facto l'homoparentalité. Il y en a une quinzaine d'autres qui interdisent, comme la France, la GPA. Donc voilà, il y a évidemment, on ne parle pas du reste du monde, où parfois c'est juste la survie en tant que gay ou lesbienne qui est la première priorité, et pas du tout fonder une famille. On connaît ces 70 pays qui condamnent encore l'homosexualité. Donc voilà, c'est une situation à géométrie très très variable. Mais mon livre, il est aussi là pour donner une note d'espoir et dire qu'on est sur une bonne voie, de manière générale. Alors, dans quelle situation maintenant tu peux nous dire, estimes-tu que ton livre pourrait être un outil précieux pour aider les gens à comprendre et à soutenir les familles homoparentales ? Oui, c'est le but premier du livre. Il ne s'adresse pas spécialement au public homo, gay ou bi ou lesbien, mais plutôt à tout public pour démystifier toutes ces notions, puisque c'est souvent ce qui se passe. Ce qu'on se remarque dans les rencontres avec les adolescents, dans les écoles, quand on fait les séances, c'est que après quelques dizaines de minutes, 1 heure, parfois 2 heures d'intervention, ça suffit à éclaircir les esprits et à se rendre compte que ce qu'on ne connaissait pas n'était pas si mystérieux que ça, et qu'en fait il y a peu de choses qui changent entre notamment ici une famille homoparentale et une famille classique, je dirais, papa, maman, les enfants et les petits chiens.
Vraiment, c'est beau. Enfin, le livre, donc vivement que tout le monde le lise. Une grande partie des gens le liront, j'espère. Tu peux nous dire un peu quels sont tes projets futurs en tant qu'auteur? Est-ce que tu prévois d'écrire d'autres ouvrages sur des sujets connexes ou similaires? Oui, alors j'ai pas très bien entendu, mais en tout cas mes projets connexes, oui, il y a le prochain livre qui est pour lequel j'ai déjà signé sur la gestation pour autrui spécifiquement, et donc là c'est un plus gros projet puisque il doit s'attacher à investiguer toute la thématique d'un point de vue très général et notamment d'un point de vue hétéro, puisque je le cite dans mon livre là qui vient de sortir, c'est que 70% des GTA sont faites par des hétéros. C'est souvent les homos qui se battent pour qu'on ait des lois qui nous reconnaissent, mais c'est les hétéros qui en profitent. Hein. On parle aussi de ça pour d'autres choses. Mais alors il y a un autre projet de roman, mais ça j'ai encore rien signé, j'ai encore rien trop écrit, mais j'aimerais bien faire un roman sur l'homoparentalité qui l'aborde de façon plutôt humoristique, voilà, aussi pour dans l'idée de dédramatiser, de démystifier un peu toutes ces thématiques et de dire en fait au final rien ne change. Rien n'a changé. Et alors tu vis donc à Liège? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de visiter Liège à 2-3 reprises, donc j'aime bien Liège. Hein, comment? C'est toujours le bienvenu. Je suis toujours bienvenu. C'est avec plaisir que je reviendrai vous voir, Philippe, et voir aussi ta petite famille. Nicolas, c'est un autre monde, la Belgique par rapport à la France. On parlait de mariage pour tous tout à l'heure. Comme disait tout à l'heure notre ami invité Laurent, c'est passé comme une lettre à la poste, le mariage pour tous en Belgique, mais pas chez nous. Un commentaire là-dessus? Ah bah, c'est-à-dire qu'au lieu de se foutre de la gueule des Belges en permanence, les Français seraient peut-être avisés de regarder un peu comment ça se passe de l'autre côté de leur frontière nord, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises idées. Effectivement. Tu voulais intervenir, Valérie? Bien, moi, j'aime beaucoup la Belgique et j'avais oublié qu'effectivement, ils avaient eu 10 ans d'avance. Deuxième pays au monde à avoir voté la loi. Après l'Afrique du Sud. Ça, c'est plus surprenant. Effectivement. Et pour nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, tu luttes aussi dans l'univers LGBT+, à Liège. Oui, tout à fait. Donc, je parle des interventions dans les écoles, avec le GRI Wallonie-Bruxelles. Et puis, dans ma profession de coach de vie, j'accompagne aussi les futurs parents dans leur chemin vers la parentalité, où j'essaye avec eux de leur donner le petit coup d'accélérateur pour y voir plus clair et voir quelles sont les options les plus intéressantes pour eux, les plus faciles pour accéder à la parentalité. Puisqu'à nouveau, il n'y a pas d'encadrement, surtout pour les gays, qui accompagnent. Et donc, voilà, ça, c'est mon job à deux points de vue. Et on va profiter du micro. C'est bien aussi de faire un peu la promotion de ton mari. C'est quelqu'un qui écrit aussi beaucoup et qui lutte aussi. Donc, tu peux nous dire son nom, son prénom et ce qu'il fait aussi. Bien sûr. Peut-être qu'il n'est pas loin de toi, là. C'est Francis Lamberg, donc à qui je partage ma vie depuis 25 ans maintenant. Et donc, il a aussi écrit un recueil de poèmes, À l'ombre des hanches, qui malheureusement est quasi épuisé. Il reste quelques exemplaires ici à la maison, donc il faut nous contacter si on en veut. Mais le suivant, ça je te donne l'exclusivité, mais le suivant, il est en pourparlers avec 2 maisons d'édition. Donc, certainement en 2023 ou 2024, son prochain recueil va sortir. Il est magnifique. J'ai eu l'occasion, la chance de le corriger, puisqu'il me l'a confié pour le relire. Et voilà, je me réjouis qu'il puisse sortir, qu'il puisse en parler. Alors, l'homoparentalité dit, c'est quoi? Donc, c'est édité donc aux éditions Renaissance du Livre. Et on peut le trouver où, finalement? Alors, vous pouvez le trouver... c'est n'importe quel de votre libraire, il peut le commander puisque le distributeur ici il est distribué en France sans souci. Sinon en ligne évidemment un Fnac, je cite Marc, mais les sites habituels pour commander en ligne. Dit c'est quoi l'homoparentalité, Laurent Mullen, c'est assez facile à trouver. Ben écoute, j'ai été ravi de t'avoir avec nous donc dans. J'aimerais tant être en face de toi et te revoir. Effectivement, on sera amené à se revoir. Alors ça peut être aux îles Canaries, j'espère bientôt à Liège. Donc on va finir par se revoir très vite. Et quand tu veux, dans l'émission Au Micro. Et salut à ta petite famille. Est-ce que vous avez un projet de deuxième enfant? Alors j'en voulais 3. Francis au départ n'en voulait pas. On a déjà discuté. Donc c'est bien. C'est assez compliqué. Et donc au final on est très content. On a pas mal réussi. Même s'il nous donne parfois du refil à retendre. Mais à nouveau, comme tous les enfants. Mais donc on se contentera de 1, oui.
Merci Laurent Milens, l'homoparentalité dit c'est quoi, et à lire absolument une préface de Martine Gross. Merci, à très vite, on t'embrasse, on embrasse ta petite famille et à bientôt dans mon micro et à très vite en voyage un peu partout dans le monde. Ciao, ciao. Merci. Merci, au revoir. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci. J'ai été vraiment heureux de passer ce moment avec vous. Au revoir Annabelle, à très vite. Au revoir, à très vite, à la semaine prochaine et on va parler sport. Sport. Nicolas, au revoir. Eh bien, ouais, salut et je sais pas quand on voudra bien m'inviter. À très très vite et vivement derrière ton livre, mais bon, tu seras invité. Mets-moi la pression, Brahim. Vivement ton livre. Au revoir Valérie. Oui, à la semaine prochaine, il me semble, ce sera au sujet du rapport de SOS Homophobie. Ouais, merci. C'est fini pour ce soir. L'émission a été réalisée par Nathan et Anatole. On vous embrasse et à très vite. Portez-vous bien. Bonne semaine. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.